La réalité, c'est que j'ai pas l'impression de mon métier, je le définirai jamais en disant je fais de la cosmétique. Pour moi, je fais de la transformation digitale. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. J'avais aucune envie d'être entrepreneur. Mes parents sont entrepreneurs, je les ai toujours vus patron d'une PME. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Donc, j'ai créé cette entreprise quand j'avais 22 ans et que j'étais encore étudiante. J'ai eu la chance de la revendre très rapidement. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute. Écoute, bonjour Marie. C'est une grande première pour le podcast Yaniro. Le lieu de l'enregistrement du podcast va sûrement vous étonner parce qu'on est donc dans les magnifiques locaux de L'Oréal. Alors, quel rapport avec l'entrepreneuriat, me direz-vous ? C'est qu'aujourd'hui, on va parler d'une histoire en plusieurs parties sur l'entrepreneuriat. On va probablement dire d'ailleurs toutes les parties. Qu'est-ce qui se passe quand on monte son projet depuis le démarrage ? Qu'est-ce qui se passe quand finalement le projet vient devenir une brique de quelque chose de plus gros ? Et qu'est-ce qui se passe après tout ça ? La fameuse vie après l'entrepreneuriat, potentiellement, le passage d'entrepreneur à salarié, tous ces sujets-là. Peut-être le plus simple, Marie, c'est que je te laisse déjà te présenter comme tu le veux. Merci beaucoup. Je suis Marie Sermadiras. Je suis au départ la fondatrice de la société Zensoon, qui est ensuite devenue Treatwell, qui est une centrale de réservation de soins de beauté et bien-être, le leader européen aujourd'hui. Donc j'ai créé cette entreprise quand j'avais 22 ans et que j'étais encore étudiante. J'ai eu la chance de la revendre très rapidement puisque l'exit s'est fait au bout de 3 ans par une magnifique opportunité qui arrivait à ce moment-là dans la vie de mon associé et moi. Nous sommes ensuite restés à la tête de la filiale française de notre acquéreur pendant plus de 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe L'Oréal où nous nous trouvons aujourd'hui en tant que Chief Digital Officer d'une de leurs 4 divisions et membre du comité de direction de cette même division. Ce qui me permet tout à la fois de continuer à avoir un pied dans les startups également, puisque je suis également au comité, à l'advisory board de leur fonds d'investissement Bold. Donc ça me permet d'avoir une étendue à la fois digitale, business et entrepreneuriat au sein du groupe L'Oréal. Ouais, donc plusieurs chapitres de 3 ans, entre 3 et 4 ans, qui t'ont amené à voir à peu près toutes les facettes de ce monde-là pour finalement arriver dans un milieu à la fois grand groupe, mais dans lequel tu retrouves le milieu que tu connais bien de l'entrepreneuriat d'une autre fenêtre. Exactement, c'était une version accélérée de plusieurs tranches de vie. Peut-être l'idée, si ça te va, ça serait de revenir un peu sur le parcours depuis le début, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui sont quelque part sur cette timeline, en tout cas la grande majorité, et ça serait intéressant de pouvoir avoir un témoignage de l'intérieur, je dirais, de comment ça s'est passé. Donc si on reprend du début, tu disais, tu étais étudiante à HEC, si je dis pas de bêtises, et donc tu montes Zensoon avec une collègue. Une amie. Une copine, ouais. Moi, j'avais fait HEC sans vraiment de raison. Comme beaucoup, à mon avis, j'étais plutôt bonne en prépa. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir HEC. J'y suis allée parce qu'on ne dit pas non à ce genre de choses. Et une fois à HEC, je me suis demandé quelle était la voie royale. Et je suis partie, comme beaucoup d'étudiants, en finance. Je suis partie faire de la fusion-acquisition à Londres, dans une grande banque. Et je suis revenue totalement déprimée à Paris en me disant que c'était absolument pas ce que je voulais faire et que je voulais quand même donner un sens à ma vie professionnelle et m'y retrouver. Et que je ne m'étais pas retrouvée dans ce monde de la finance. J'avais aucune envie d'être entrepreneur. Mes parents sont entrepreneurs. Je les ai toujours vus patron d'une PME avec les hauts, les bas, les problèmes de trésor, les bonnes nouvelles, le fait qu'on parlait de ça à tous les repas. Et ça ne me branchait pas des masses. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, n'était pas la voie royale et n'était pas la voie que je voulais prendre.
Mais pourtant, un jour, en dernière année, en master entrepreneur, qui est un des masters les plus sympas et avec la meilleure ambiance d'HEC, j'ai eu la chance de rencontrer ma voisine en classe avec qui on a commencé à parler de projets divers et variés d'entrepreneuriat, jusqu'à ce que l'idée de Zensoon émerge, à savoir qu'on n'arrivait pas à trouver ni l'une ni l'autre un institut ou un coiffeur quand on le cherchait. On s'est dit, tiens, c'est marrant, ça n'existe pas, ça existe pourtant pour les hôtels, ça existe pourtant pour les restaurants. Comment ça se fait que ça n'existe pas pour les professions du secteur de la beauté? Et au fil de cette discussion, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi on ne le ferait pas? Alors, souvent, on romance l'entrepreneuriat des années après en se disant, bah, tiens, c'est vrai qu'on a eu la vision, on a cru qu'on serait Mark Zuckerberg. La réalité, c'est pas du tout ça. On était deux jeunes écervelés de 22 ans qui rêvions au dernier rang du cours de comptabilité en dernière année d'HEC. Et on se disait surtout, tiens, comment est-ce qu'on peut zapper notre stage de fin d'études et faire un truc qui nous branche et qui nous permettrait d'apprendre plein de trucs, certainement plus qu'un stage. Et on s'est dit, bah, on va lancer cette idée-là. Mais on n'avait pas de vision. Souvent, les gens se disent, mais tu savais que ça allait devenir ça? Bah, franchement, non, absolument pas. Et si j'avais su, peut-être que ça m'aurait fait flipper et que j'aurais pas osé le faire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, on coche pas mal de cases désormais classiques de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la case finance / audit / conseil, qui est une machine à créer des entrepreneurs pour les jeunes gens brillants qui suivent la voie royale, entre guillemets. Juste par curiosité, qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents en termes d'entrepreneuriat? Tu disais, on en parlait à tous les repas, c'était quel type de projet? Alors, ils ont une entreprise familiale, ils sont la deuxième génération à faire ça, dans la décoration et l'aménagement d'intérieur, donc sur un positionnement luxe, très luxe, et donc avec à la fois une boutique point de vente, mais également un bureau d'études qui leur permet d'aménager les intérieurs. Donc c'est vraiment de la gestion de projet très sur mesure, mais quand même avec une notion un tout petit peu industrielle quand on est à la boutique. Donc un métier qui n'a rien à voir, un métier d'artiste. Moi, je suis d'une famille d'artistes et malheureusement, je n'ai pas du tout hérité de ce côté-là. Et au-delà du fait que toi, tu t'es fait une représentation de ce que c'est que le milieu de l'entrepreneuriat au démarrage par ce biais-là, ils t'ont poussé dans cette voie-là ou ils avaient une envie particulière à ton égard? Je pense que mes parents se sont surtout dit qu'il fallait à tout prix me sortir de ma crise d'adolescence et de ma rébellion. Donc, je pense que pendant tout mon lycée, ils se sont demandé comment ils allaient se débarrasser de moi, me faire rentrer dans le rang. Donc, une fois à HEC, ils étaient déjà bien soulagés de se dire, bon, allez, c'est bon, elle est casée. Quand je suis partie en finance, bah, évidemment, ça va très bien sur le papier. La petite fille parfaite qui a bien fait HEC et qui maintenant va faire de la finance d'entreprise à Londres. Dans une grande banque, c'était quand même un peu la classe pour eux. Et puis quand je leur ai dit, bah, moi j'aimerais bien créer mon boîte, je pense qu'ils se sont dit, oh non, elle recommence ta crise d'édo. C'est le retour. C'est le retour. Mais au fond, pour le coup, j'ai vu qu'ils étaient flippés, mais ils m'ont jamais empêché de le faire. Ils m'ont juste mis en garde. Et je pense que j'ai toujours eu besoin de prouver un truc à mon père et j'ai toujours cherché à prouver un truc à mon père et à ma mère aussi, mais je pense que c'est très lié à mon papa. En faisant HEC, en essayant de toujours essayer de lui faire plaisir, de lui montrer que je valais peut-être quelque chose. Je pense qu'en fait, il a commencé à vraiment me respecter le jour où j'ai eu des ennuis d'entrepreneur. Je pense que c'est ce jour-là où il s'est dit, tiens, ma fille fait partie du même club, du club de ceux qui, en effet, ont des mauvaises nouvelles, de ceux qui, quand ils voient un recommandé, le lisent comme la très mauvaise nouvelle de l'entrepreneur. Et je pense que, clairement, ils m'ont pas poussé dans cette voie, mais une fois que j'y étais, j'ai senti qu'ils étaient contents et fiers que je suive cette voie. Et l'industrie, le secteur de la beauté, c'est quelque chose qui était un intérêt particulier pour toi au démarrage? Absolument pas. Moi, je suis plus alpinisme, moto, des trucs qui ont vraiment pas grand-chose à voir avec les cosmétiques et la beauté. Après, c'est un très beau métier. C'est un métier passionnant. C'est un métier qui permet de rendre beaucoup de femmes et d'hommes heureux et de leur donner confiance en eux. Donc, c'est quand même un métier qui... Voilà, c'est cool de bosser dedans. En revanche, je peux pas dire que c'est un hobby personnel. Je commence à connaître ce sujet, le marché relativement par cœur, mais c'est pas un hobby personnel. Oui, donc là, on est dans la pure histoire du tiens, on pourrait faire ça, il y a un trou dans le marché, pourquoi les gens n'y ont pas pensé, allez, on y va. Et puis, la réalité, c'est que j'ai pas l'impression de mon métier, je le définirai jamais en disant je fais de la cosmétique. Pour moi, je fais de la transformation digitale, que ça soit ici chez L'Oréal ou que ça soit dans ma vie précédente chez Treatwell. J'ai jamais eu l'impression de vendre des épilations, ni de les faire. J'ai eu l'impression de transformer un métier d'artisan et de professionnels et de créateurs que sont les coiffeurs, les instituts de beauté et les spas, et de leur donner les moyens de se moderniser et d'atteindre davantage de consommateurs. Donc,
finalement, je trouve que c'est plus une transformation que je vends que des cosmétiques. Pareil aujourd'hui. Et donc là, si on fait un petit retour en arrière, tu as 22 ans, tu es avec ta voisine de classe, vous vous lancez là-dessus. Comment ça commence finalement? Donc, qu'est-ce que tu découvres? Beaucoup de choses, j'imagine, les uns après les autres, mais si tu devais regarder en vue d'avion ta vie d'entrepreneur, ça ressemble à quoi? Alors moi, il y a une grille de lecture que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est le fameux 0 à 1, 1 à 10, 10 à 100 d'une manière générale. Et là, le fameux 0 à 1, à 2, toute une aventure. Il y a un peu le syndrome de la page blanche, par où on commence, surtout sur un métier de marketplace. T'es toujours. T'as l'offre et la demande? Ouais, t'es toujours séparé entre ton offre et ta demande. Tu dois faire les deux, donc faut aller chercher d'un côté le professionnel et de l'autre le consommateur. Bon, évidemment, il faut d'abord aller chercher du pro, mais à quel moment tu développes la plateforme technique dans tout ça? Est-ce que tu prends déjà des développeurs alors que tu n'es pas sûr d'avoir des pros? Donc globalement, au début, tu vas un peu dans tous les sens, et c'est normal. Donc tu vas faire ta mini-étude de marché sur le terrain. Moi, je crois vachement dans le terrain, c'est le conso qui va te donner la réponse. Donc, et le conso, dans le cas, c'est à la fois le professionnel et le consommateur final. Donc on allait rencontrer plein d'instituts, plein de coiffeurs pour comprendre quels étaient leurs problèmes et comment on pouvait les aider. On a interrogé des gens pour leur demander comment on pouvait les aider à mieux s'y retrouver dans l'offre existante des coiffeurs, des instituts, des spas. Comme c'était un marché qui n'existait absolument pas à l'époque, c'est dur aussi d'interroger les gens sur un truc qui n'existe pas. T'éduques le marché, donc finalement les gens disent mais non, mais je me débrouille très bien sans ça en fait, parce que tout simplement ça n'existe pas. Mais à partir du moment où on a cru comprendre que vraiment il y avait un besoin des deux côtés, on y allait. Première chose, c'est avec quel argent? À 22 ans, t'as beau avoir fait des stages en finance, tu roules pas sur l'or. Donc, on est allé à la banque, on est allé s'endetter à titre perso. On a fait notre premier mensonge d'entrepreneur. On a dit qu'on n'avait pas payé nos études et qu'on devait payer notre dernière année de master. Ce qui nous a permis d'avoir un emprunt bancaire, tandis qu'en fait, ces études étaient déjà payées. Et ce qui nous a permis de lancer la boîte. Donc, on a juste pris l'argent de notre compte perso avec l'emprunt bancaire. On ne l'a pas transféré à HEC, on l'a transféré directement sur le compte de Zensoon. Et une fois avec ça, on a pris une SS2I et on a lancé la plateforme technique. Donc, il faut apprendre à briefer une agence. Évidemment, ce que tu fais mal, on va pas se mentir. Sur le coup, tu as l'impression de trop gérer, mais avec du recul, t'es catastrophique. Au début, tu es ceinture jaune de tout, de toute façon. T'es vraiment cata. Mais tu t'en rends pas compte, c'est ça qui est bien. Premier investissement, pareil, une mobilette, et on a commencé à faire le tour de Paris. On le faisait à deux parce qu'on avait peur de sortir seul, faire du démarchage commercial. Donc, on y allait à deux pour essayer de convaincre des coiffeurs. Et je me souviens que le premier coiffeur qu'on a réussi à convaincre, c'était un très beau coiffeur dans le 8e arrondissement qui nous dit oui, qui nous dit ok, très bien, mais où est le contrat? On n'avait même pas de contrat sur nous, on ne savait même plus comment goupiller le truc, on se regardait l'air totalement hébété, mon associé et moi, en ne sachant pas comment se dégoupiller de tout ça. Donc tu joues un peu sur tous les tableaux. Avant tout le technique, donc le produit et le côté B2B dans notre cas, le côté commercial. Et une fois qu'on a commencé à avancer sur ces deux piliers-là, on a commencé à lancer gentiment le B2C, à savoir comment se faire connaître, comment générer du trafic, mais de manière relativement ralentie, en faisant des RP, en faisant des réseaux sociaux, jusqu'au jour où tu as une plateforme qui tient vraiment la route et tu peux commencer à investir chaque euro en web marketing. Avant ça, c'est quand même dangereux. Alors comme tu le sais, nous, la partie qu'on creuse beaucoup et qu'on explore beaucoup, c'est la partie facteur humain. On a coutume de dire que globalement, les trois facteurs qui ont le plus d'impact sur la réussite ou l'échec d'une start-up, ça va être la partie marché d'un côté, la partie gestion financière, que ce soit le track de levée de fonds, etc. Et le troisième, il y a un espèce de grand pot qui s'appelle le facteur humain, dans lequel on met beaucoup de choses, l'alignement entre associés, l'équilibre que les fondateurs entretiennent avec leur propre vie, etc. etc. Comment tu le vis, toi, cette partie-là, c'est cette première tranche, donc les 1-2 premières années de Zensoon, ton père donc, te voit rentrer dans le club des entrepreneurs avec les premières emmerdes. Comment tu découvres cela? Comment je découvre, en quel sens? Comment est-ce que tu, quelque part, prends de plein fouet le fait d'être entrepreneur avec tout ce que ça implique, sur un certain cadre à se créer, ou alors ne pas le découvrir du tout, parce que finalement, tu prends les choses comme elles viennent. En gros, est-ce que c'est très différent? Est-ce que tu te retrouves à revoir quelque part un schéma familial? Est-ce que tu parles de Zensoon le soir? Alors ça, c'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu vis ta boîte, et je pense que c'est dur de parler d'équilibre vie perso, vie pro au tout début d'un lancement. Je pense qu'il faut pas rêver. Il y a nécessairement des sacrifices, sinon encore une fois, tout le monde le ferait.
J'ai pas eu l'impression de reproduire le même modèle familial parce que mes parents sont des entrepreneurs plus à l'ancienne, donc ils en parlent beaucoup, ils travaillent très dur, mais globalement, quand ils rentrent à la maison, ils se déconnectent. J'ai jamais vu le téléphone professionnel de mon père sonner le soir et je l'ai jamais vu rallumer son ordinateur le soir parce que tout simplement c'était pas de cette génération-là. Alors que nous on est constamment connectés, donc on peut se permettre peut-être de partir plus en vacances ou de faire un rendez-vous en off la journée, quand en revanche le soir on est quand même constamment connectés. Donc je dirais que moi j'ai pas intellectualisé la chose, j'ai sauté dedans, on a bossé extrêmement dur les premières années, donc l'équilibre vie pro vie perso. J'ai jamais souffert de me dire je sacrifie une partie de ma vie perso pour ma vie pro. En revanche, on va pas se mentir, tu bosses énormément et tu sacrifies clairement un truc, c'est ton sommeil, si tu as envie de continuer à avoir une vie perso. Je pense que le plus grand choc a été le gap qui s'est créé avec mes copains qui avaient le même âge que moi, qui sortaient d'école, qui avaient leur premier job, qui sortaient encore tous les jeudis soirs et se mettaient minables le jeudi soir. Ben, quand tu es entrepreneur, tu le fais une fois, deux fois. Puis le jour où tu comprends que le vendredi, déjà, il peut y avoir des ennuis et que tu as besoin d'être au taquet pour les gérer et que tu n'as pas intérêt à être en état gueule de bois d'école de commerce, bah, tu peux plus suivre. Et donc, il y a vite eu un gap qui s'est créé avec mes copains qui, eux, avaient des carrières plus classiques et qui étaient partis dans des grands groupes qui, eux, pouvaient se permettre de continuer à faire la fête et avoir 23 ans dans leur tête quand malheureusement, pour moi, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans très rapidement, mais pour le pire et le meilleur. Et comment tu l'as vécu, du coup, justement, cette déconnexion de style de vie? Est-ce que, quelque part, il y a une partie de ton cercle social qui est devenu un petit peu plus lointain, mais tu en as recréé un autre avec peut-être plus d'entrepreneurs? Enfin, ça s'est passé comment? Parce qu'effectivement, c'est une autre vie. Ouais, je pense que heureusement, les vrais amis se gardent, quelles que soient les conditions. Donc, les vrais amis se gardent et les copains de soirée et de beuverie, ce groupe-là évolue. Eux restent très proches et toi, évidemment, tu te fais d'autres copains. Et quand tu es entrepreneur, tu as la chance de rencontrer plein de gens brillants qui, eux, partagent les mêmes ennuis que toi et que tu vois au départ pour des raisons peut-être professionnelles et qui deviennent rapidement des copains. Donc, ton cercle d'amis évolue. Et c'est vrai que naturellement, mon cercle d'amis est devenu un peu plus âgé et a naturellement eu quelques années de plus que moi. Et alors donc, continuons un peu la frise chronologique. Zensoon grandit, l'attraction se fait de plus en plus nette. Comment ça se passe à partir de là, si on avance tranquillement jusqu'au moment où on vous fait un appel du pied pour des propositions de rachat? Donc là, le schéma classique, c'est de se lancer dans ce qu'on appelle un dual track, à savoir à la fois se lancer dans une levée de fonds et en même temps dans un process d'exit. Comme ça, tu sécures au moins l'un des deux. Il se trouve que tu peux pas garder ce process trop longtemps non plus parce que d'un côté, c'est épuisant, tu deviens schizophrène. Mais en plus, en termes de correction, il y a un moment, tu peux pas jouer sur les deux tableaux trop longtemps. Et vu la valorisation proposée par notre éventuel acquéreur britannique, on a décidé, toutes les deux, mon associé et moi, de se concentrer avant tout sur cet exit. Donc, on a eu ce premier appel du pied, comme tu disais, en novembre 2014. En janvier 2015, on s'est mis d'accord sur le prix. Alors, comme quoi les prix varient un peu entre le premier prix et le prix final de la session. On était à plus de x3. Donc... et pourtant, la boîte n'a pas pris 3 fois de valeur en l'espace de quelques mois. Donc, c'était vraiment juste une matière de négociation. Il n'y a pas de juste prix. Le juste prix, c'est vraiment toi qui le fixes. Quitte à perdre le deal, mais c'est à toi de fixer ton juste prix. Et ensuite, donc en janvier, on avait le prix qui était décidé. Je dirais qu'on a arrêté le dual track à peu près en mars-avril. Et en mai, on était vraiment quasiment au bout des choses. Et puis, on a senti que notre acquéreur était un peu lent. Donc on a commencé à les relancer, puis il faisait un peu les morts. Donc d'un coup, l'ambiance, les énergies de la négociation, les échanges se modifient. Et là, tu dis, tiens, il y a un truc qui se passe. Puis jusqu'au moment où il faut un peu silence radio. Et là, tu dis, attends, on vient d'arrêter le dual track. Donc on est dans la merde pour la levée de fonds. On a 3 mois de trésor devant nous. C'est pas le moment que ça se plante. Vous êtes combien en interne? En interne, on est 3 CDI et quelques stagiaires, donc pas grand-chose, mais il y a quand même un burn rate en termes de frais marketing. Donc on a quand même besoin de... Voilà, il nous reste vraiment plus grand-chose sur le compte en banque, quoi. Et puis fatalement, toute l'énergie que vous mettez dans les 2 tracks à la fois, ça ralentit quelque peu l'expansion du business. Ouais, alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on m'avait mis moi surtout sur la partie négo, et mon associé restait pour faire tourner le business. Mais bon, après, dans la réalité des faits... tu es obligé de faire un peu les deux tout le temps, ce qui est compliqué.
Et donc, à partir de là, en mai, en fait, nos potentiels acquéreurs finissent par nous rappeler, nous dire, écoutez, on est bien embêtés, mais nous-mêmes, on a une offre de rachat et on va être donc racheté par un groupe coté japonais. Et donc, on est désolé, on peut plus rien faire pour vous. Donc, évidemment, là, tu vois ton monde s'effondrer. Tu te dis que tu as vraiment loupé un truc. Et à ce moment-là, ils nous proposent tout de même de rencontrer leurs acquéreurs japonais, ce que nous faisons, et qui eux-mêmes décident de poursuivre le deal à des conditions similaires, voire légèrement meilleures, ce qui nous permet finalement de finir le process. Et finalement, ça s'est closé 1 mois après, donc comme quoi le closing a quand même eu lieu rapidement, mais c'est le moment où en fait tout peut se retourner. À ce moment-là, le moment où on est sur le point de réussir notre première vente, c'est le moment où le deal casse parce qu'ils peuvent plus nous racheter. Et finalement, tu arrives à t'en sortir parce que l'autre acquéreur, finit par bien vouloir t'acheter toi-même. Mais c'est un moment où tout peut vriller à tout moment. Comment ça se passe avec justement vos équipes à ce moment-là? Parce que c'est vrai que dans le romantisme qu'on peut avoir des levées de fonds, c'est presque un chiffre sur Madines, donc, alors que le process est extrêmement long et éprouvant à tous les niveaux. Et faut faire tourner le business. Il y a beaucoup de salariés, CDI, stagiaires, freelance qui bossent avec vous. T'as des souvenirs particuliers de cette période avec les équipes? Vous leur partagiez beaucoup de choses, vous leur disiez work in progress, vous les mettiez au courant régulièrement, ça se passait comment? Oui, il y avait une bonne transparence, tout simplement parce qu'on est dans les mêmes bureaux, on n'avait pas de bureau fermé. On n'avait même pas de salle de réunion fermée à l'époque, donc autant dire que même quand on avait des calls avec les potentiels acquéreurs, tout le monde l'entendait. Et on a eu la chance d'avoir une équipe hyper soudée derrière nous. Moi, je garde de super souvenirs dans les moments de bas et de haut de ces équipes qui ont été là, avec nous pour le pot qu'on a fait quand on a vendu. On avait fait une jolie soirée au bureau. Il y avait les équipes l'ont vécu comme une victoire personnelle. Vraiment, c'était leur boîte. On a eu cette victoire tous ensemble. Donc c'était vraiment un très beau moment de travail d'équipe. Même s'ils n'étaient pas au front avec nous, là, du deal, ils pouvaient évidemment pas la mener avec nous. En plus, vu que c'était une équipe relativement réduite, il y a encore plus ce côté on a gagné la Coupe du Monde ensemble, quoi. Il y avait vraiment le côté on a gagné la Coupe du Monde, mais encore une fois, faut se remettre dans l'optique. On avait la moyenne d'âge de la boîte à ce moment-là devait être de 23 ans. Nous, on en avait 25, mon associé et moi. Notre directeur technique avait quelques années de plus. Et ensuite, des stagiaires, ils avaient l'âge d'être des stagiaires. Donc, on va dire 23, 24, 25 ans. Donc, ça peut donner vraiment un côté Coupe du Monde ou campagne B2E gagnée. Il y a vraiment un côté très naïf de cette équipe de jeunes qui est content d'avoir vendu, qui ne sait pas trop encore à quoi se préparer, mais en tout cas qui est content de ce premier succès. Alors avant de parler justement de ce à quoi il fallait se préparer, c'est vrai qu'il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et que j'aimerais souligner, parce qu'on en parlait avant même de lancer l'interview et t'en parler là. C'est hallucinant de voir à quel point effectivement c'est entre guillemets simple de post-rationaliser la belle victoire, le beau parcours quand on est du côté de l'histoire qui est entre guillemets terminée d'être écrite, mais c'est frappant de la manière dont tu le racontes, comment globalement tous les scénarios étaient possibles et tout pouvait basculer de l'un à l'autre à chaque moment, parce que vous étiez sur un marché en structuration où vous teniez pas le gros bout du bâton, clairement, au niveau européen, voire mondial, des levées de fonds sur lesquelles il faut jouer, même si j'imagine le track levée de fonds s'était plutôt bien passé, un changement d'interlocuteur du côté de l'acheteur, enfin voilà, c'est vrai que ça doit être un sacré, là on parle de montagne russe à amplitude maximale. Là. De toute façon, ce sont des montagnes russes, de toute façon l'entrepreneuriat, mais tous les jours est une montagne russe. Et je pense qu'en effet, être entrepreneur, le vrai bon entrepreneur, c'est celui qui sait garder un certain recul dans tout ce joyeux bordel, à la fois quand ça va pas du tout, parce qu'il y a des moments où ça va tellement pas que c'est hyper facile de baisser les bras, et c'est là où je dois dire qu'être deux associés, ça change la vie. Seul, je pense que j'aurais baissé les bras plus d'une fois et j'aurais abandonné certainement. Je pense à un exemple particulier qui est vraiment marquant. Première levée de fonds, celle à 325 000 €, ce qui nous semblait énorme à 23 ans, parce que là, quand j'y repense, 325 000 €, je me dis, mon Dieu, c'était ridicule. C'était pas la même époque non plus. Hein. Les seeds sont un peu sous stéroïdes depuis par rapport à 2013. Et puis, quand t'as 23 ans, t'as jamais vu t'as jamais vu un virement avec plus de 4 chiffres sur ton compte en banque. C'est un trésor. Là, c'est dingue. 325 000 €, il y a des gens qui ont bien voulu te confier cet argent. Et donc, à ce moment-là, on est sur un petit nuage, mon associé et moi. On est en septembre 2013.
Et un matin, on arrive au bureau. On avait donc nos premiers bureaux. C'était un petit aquarium un peu comme ce bureau-ci, mais sauf qu'on était bien plus nombreux que tous les deux. Et on arrive au bureau, on regarde notre site et puis pas de site. Donc on fait pas hyper gaffe, on regardera plus tard. Et puis il n'y a toujours pas de site le soir et pas de site le lendemain. Puis on commence à s'inquiéter un peu, on appelle notre hébergeur, dont je ne citerai pas le nom, qui nous dit qu'en effet, c'est bizarre, il va nous tenir au courant. Une semaine après, toujours rien. Donc on commence vraiment à paniquer. On est à quelques mois de Noël, qui est une grosse période. Jusqu'à ce que notre hébergeur finisse par nous avouer que les serveurs ont cramé et que le serveur miroir qu'on avait a cramé aussi, qu'on n'a plus de site, que le code a disparu, qu'évidemment les deux nanas non très portées à IT que nous étions n'avaient pas prévu non plus des sauvegardes du code et de la base de données partout à l'époque. Et résultat, tu repars de zéro. Tu repars de zéro, tu n'as plus de site. Et donc, un an après le lancement de la boîte, un an et demi après le lancement de la boîte et quelques mois après cette levée, on est obligé de sortir un site en urgence avec les moyens du bord. Ça a été une bonne crise quand tu repars de zéro et que tu te dis il faut vraiment que je reparte de zéro à ce moment-là. T'as clairement envie de pleurer là, à ce stade-là. Ouais, et puis vraiment, on a eu un mois de nuit blanche totale. Et comme les merdes arrivent toujours en escadrille, il faut le dire quand même. Je pense que même si c'est une théorie très traditionnel, je pense qu'il faut faire des stats dessus. C'est vraiment statistiquement vérifié que les ennuis arrivent tous en même temps. C'est là où évidemment tu perds des proches. On a eu 2 décès dans nos entourages. Tout s'accumule où tu te dis attends, là je crois qu'il faut vraiment que j'arrête. C'est le moment où tu as un accident de voiture, tu as un accident de scoot. Enfin, bref, tout s'accumule. Est-ce que la vie pourrait me donner un break, s'il vous plaît? Ouais, est-ce que la vie pourrait me donner un break? Sauf que tu n'as absolument pas le temps de prendre un break puisque tu vas sortir ce putain de site V2. Ce qu'on a fait, on a mis 3 semaines à sortir ce site qui nous a tenu jusqu'à la vente. Donc comme quoi, on a un pouvoir surhumain, je pense, tous en nous, de quand on n'a pas le choix et qu'on se donne pas le choix, on peut déplacer des montagnes. Est-ce que c'est facile? Non. Mais je pense qu'encore une fois, si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde serait start-upper à succès et au fond, on serait pas des énergumènes spécifiques sur cette planète. Donc là, c'était les moments durs où il faut continuer à s'accrocher en essayant de le relativiser, en disant bon, ok, on sait que ça va être dur, mais on sait que ça va être dur pour le mieux. Et quand on y repense des années après, comme aujourd'hui, franchement, moi, je trouve ça marrant quand j'y repense. Je me dis comment une chose pareille a pu nous arriver. Et puis dans les moments entre guillemets de gloire, comme on part souvent de très loin en tant qu'entrepreneur, il faut aussi relativiser. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent la grosse tête très vite au premier succès, à la première levée, et on voit les chiffres s'aligner. C'est dur de garder la tête froide parfois. Moi, le moment où on cède l'entreprise et donc un exit, où ça devient un succès, une success story, tous ces mots où ça fait la une des journaux et autres, en fait, c'est le moment où, encore une fois, 2 mois après, avec ce changement d'acquéreur, c'est le moment où ça peut planter. Mais c'est normal parce que le moment où tu te retrouves en succès, c'est le moment où tu as pris le risque de te mettre en danger pour pouvoir arriver au succès. Donc tu t'es aussi mis en danger et en situation d'échec. Donc je pense qu'il faut garder vraiment la tête froide dans le succès et dans l'échec aussi, de se dire, attends, on n'est jamais loin de l'un de l'autre. Quand tu arrives au succès, tu n'as jamais été, à mon avis, aussi près de l'échec. Donc, Dans cette petite période, justement, avec l'exit, etc., est-ce que ta vie, entre guillemets, change, sociale? Est-ce qu'on te regarde différemment? Tu disais qu'il faut garder la tête froide, mais est-ce que, justement, tu as de la pression, entre guillemets, de l'extérieur qui veut te faire porter la casquette de l'entrepreneur à succès ou quelque chose comme ça? Pas tant que ça. Il y a évidemment tu peux sentir un peu de... Je sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout cas un peu de pression de certaines personnes qui disent mais maintenant ça va être différent, et tu vas me dire mais non, pas du tout, au contraire, je veux pas que ça soit différent, je reste la même personne, j'ai un peu plus de sous sur mon compte en banque, mais ça change rien à qui je suis, ça change rien à ce que je veux faire de ma vie. À part ça, non, franchement non. En revanche, aujourd'hui, avec le succès qui est devenu Treatwell par la suite et avec le fait d'avoir un nouveau job qui est un job top chez L'Oréal, c'est vrai que les gens changent de truc et se disent c'est quand même dingue ton parcours, t'imagines à 30 ans où t'en es. Et souvent je leur dis ouais, c'est vrai que franchement au fond c'est pas mal, mais en fait ça s'est joué à rien du tout, et ce jour-là, encore une fois, l'acquéreur nous aurait dit attendez, là j'ai pas le temps, j'ai plus les ressources, mais en fait je serais quelqu'un d'aujourd'hui, ça n'intéresserait personne, l'aventure Zen sous Treatwell n'intéresserait personne, et j'aurais certainement pas eu un job comme celui que j'ai aujourd'hui, et je serais quelqu'un qui a échoué sa boîte comme tant d'autres, et personne s'intéresserait à moi, alors qu'au fond j'aurais eu exactement la même histoire, je serais la même personne. Donc je pense, encore une fois, gardons la tête froide, et moi je force les gens à... Ouais, et moi je force les gens à dire mais en fait ça s'est joué à rien, donc je suis pas une super héros, je suis pas plus intelligente qu'un autre, j'ai peut-être un bon sens paysan
Et je pense que ça m'a sauvé de rester encore une fois les pieds sur terre, très rationnel, de attendez, qu'est-ce que veut le conso, et on va pas s'exciter sur des théories, on va pas intellectualiser un business, on va vraiment rester terre à terre. Je pense qu'il faut toujours rester comme ça, mais voilà, ma vie n'est pas différente de celle de la jeune femme qui aurait eu une vie juste légèrement différente si ce jour-là l'exit s'était planté. Non, et puis alors j'ai hâte d'entendre la suite de l'histoire, mais ce que j'aime beaucoup aussi dans la manière dont tu racontes là la suite des événements, c'est que quand on se remet vraiment dans tes chaussures en vue subjective à l'époque, parce qu'on pourrait dire ouais, le parcours, des belles études, on lance un projet, exit, machin, tout ça. Mais dans la manière dont tu le racontes, c'était effectivement l'action entre guillemets la plus logique. C'est-à-dire que si vous vouliez continuer le projet, il allait falloir pouvoir jouer à armes égales avec le conglomérat qui était en train de se créer. Et donc ça passait logiquement entre guillemets par un exit. Alors ça veut pas dire que c'est facile à faire, hein. Mais donc c'est intéressant de voir. Clairement. Et puis parfois certains entendent parfois des remarques en disant mais attendez, pourquoi vous avez vendu? C'est une question qui revient souvent. Mais pourquoi cette drôle d'idée de vendre? Parce que c'était quand même la meilleure manière de protéger ce business, de pouvoir en créer quelque chose d'encore plus grand. Parce que l'opportunité à l'âge de 25 ans de se dire voilà, vaut mieux un petit exit ou un exit de taille moyenne à 25 ans que un exit à Facebook à 35 ans. Et puis il fallait le faire, l'exit à Facebook. Mais clairement, à 25 ans, c'était une opportunité en or, même pour nous, pour apprendre plein de choses. Donc, et puis, il est juste tout simplement, ça n'a pas été calculé. Moi, il n'y a pas un instant où je me dis, quand je crée ma boîte, je vais aller vers un exit. J'y ai même pas pensé. Et le jour où on a ce premier appel du pied de la part de l'entreprise britannique, on est en train de déjeuner avec le fondateur de cette entreprise et CEO, mon associé et moi. On est toutes les deux assises l'une à côté de l'autre, lui en face. Il nous fait cette proposition. Et dans le cas présent, on a vraiment eu un cas de pied, puisque en fait, on s'y attendait tellement pas, mon associé et moi, qu'on s'est mis un énorme coup de pied sous la table au moment où il nous a fait une proposition, tellement on s'y attendait pas. On n'avait pas calculé notre truc. Et alors, là, on va arriver dans la partie qui est brouillard, terra incognita pour beaucoup de monde, à commencer par beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'on imagine qu'après l'exit, qu'il soit petit, moyen ou gros, c'est Rideau, Arctic Madness et Lucky Luke qui est sur le soleil couchant, que nenni, parce que lundi, il faut retourner au boulot dans un autre cas de figure. Exactement, et je pense que la plupart des exits de startups, c'est que l'équipe fondatrice reste. Souvent, c'est quand même toi qu'on rachète et pas les actifs de l'entreprise, parce que sinon, ils seraient drôlement bien valorisés. Donc, en effet, le lundi, tu arrives au boulot. Ça dépend évidemment de ton deal. Et le deal, c'est pour ça que les valos, je trouve qu'il faut toujours se méfier des montants qui sortent sur les valos des boîtes. Une valo, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux peut-être vendre ta boîte 100 millions, mais si les 90% sont en actions, mais pour récupérer tes actions, il faut que tu fasses 4 fois la grande roue suivie de 3 saltos arrière, ça va être plus compliqué. Tandis que si tu as une plus petite valo, mais tout en cash immédiatement, ça a aussi plus de valeur. Donc, faut se méfier de voilà comment les deals sont structurés. Donc nous, on avait un deal qui nous demandait de rester, qui nous permettait de rester, ce qui était une belle aventure, je trouve, pour les deux jeunes femmes de 25 ans qu'on était. Et donc lundi, en effet, tu repars au bureau. Alors rien n'avait vraiment changé, puisque nous, notre acquéreur était une entreprise étrangère. On devenait son bureau principal pour opérer en France. On récupérait quelques ressources de chez eux. Ils avaient déjà recruté une équipe qui bossait à distance, donc des personnes qui allaient rejoindre notre équipe, mais c'était en nombre limité. Il se trouve qu'on a eu de la chance qu'on s'est très bien entendu avec ces personnes-là, qui sont restées longtemps dans l'aventure. Et donc, en fait, ça change pas grand-chose, mais d'un coup, tu as en effet des comptes à rendre. J'ai envie de dire, le jour où tu lèves des fonds, tu as des comptes à rendre, et en tant qu'entrepreneur, tu as des comptes à rendre à tes clients. Donc, la liberté de l'entrepreneur a ses limites. Moi, je me suis jamais sentie en prison dans ce format-là. Beaucoup d'histoires de ce type-là ne se passent pas bien, on va pas se mentir. Moi, j'ai interrogé tous mes copains qui étaient passés par là quand j'étais dans mon deal. Je peux vous dire que j'en ai pas eu un en fait qui m'a raconté vraiment une vraie happy ending story. Moi, dans mon cas, je dois dire que franchement, j'ai aucun regret et que tout s'est hyper bien passé. Donc, toutes les histoires sont différentes. Nous, il se trouve que nos acquéreurs ont été très cool, qu'ils ont su nous laisser suffisamment d'espace pour pouvoir exprimer notre créativité et notre sens de l'entrepreneuriat. Et qu'en plus, ils nous ont passé plein de blé. Donc, il y a un moment, faut pas cracher dans la soupe. On a pu développer ce qui est devenu Treatwell. On a grossi à 500% de croissance par an pendant plus de 3 ans. On a recruté une équipe. On était donc 3 CDI au moment de la vente. Le 3e est parti pour lancer sa propre boîte juste après le rachat. Quelques mois après, on était plus d'une 50aine. Donc,
c'est dur de cracher dans un soupe quand on voit ça et que ça nous a permis de lancer et de développer notre bébé pour en faire aujourd'hui une très belle boîte du digital français. Donc, aucun regret là-dessus et une super aventure avec en effet des règles qui sont légèrement différentes. Alors, quelques comptes à rendre, mais nous, c'était bien cadré, ça s'est très bien passé. Je pense que le seul moment qui a été très amusant, un des moments qui a été très amusant au tout départ, c'est que donc on a revendu et on est allé... on avait rendez-vous avec leur directeur commercial au bout d'une semaine pour lui expliquer comment on travaillait. Et je me souviens de cette réunion, il y avait donc une vingtaine de personnes qui étaient là pour écouter les deux petites Françaises qui avaient réussi à développer leur start-up avec des moyens quand même très limités par rapport à tous les autres. Donc il y avait un côté très terre-à-terre qu'ils appréciaient beaucoup. Et je me souviens qu'ils nous interrogeaient tous en disant « Mais attendez, mais vous faites comment pour gérer votre fichier commercial ?» Je disais « Bah, on a un Excel. » Et ils me regardent en me disant « Mais Salesforce, ça vous dit rien ?» Et puis moi, 25 ans, n'ayant jamais bossé dans un grand groupe, non, Salesforce, ça ne me disait concrètement rien du tout. Je voyais un petit logo bleu que j'avais dû voir une pub, mais à part ça, je ne savais pas ce que c'était. Ils n'arrivaient pas à entendre et à comprendre qu'on n'avait pas Salesforce pour gérer nos fichiers commerciaux, que tout était globalement des process qui tenaient sur 3 personnes et globalement totalement à l'arrache. Donc c'était assez amusant de voir ce petit gap culturel et puis très vite on s'est adapté, très vite on a structuré, très vite on a eu un middle management et tout a très bien déroulé par la suite. Il y a un mot-clé là dans ce que tu viens de dire qui, j'ai l'impression, explique quand même beaucoup de choses. C'est de dire on a su s'adapter. Et il y a un peu de ça, parce que tu as raison, il y a beaucoup de rachats qui se passent plutôt mal, il faut quand même le dire, hein, pour tout un tas de raisons. Dans certains cas de figure, des torts entre guillemets partagés des deux côtés. Là, ce que j'entends, c'est qu'un peu de la même manière que voilà, le marché se consolide, donc on va essayer de penser à potentiellement faire partie de cette consolidation. On a une maison mère au-dessus de nous, c'est très bien. On a à la fois des ressources, peut-être 2-3 staff en centrale, une capacité de grossir assez vite, et des comptes à rendre, mais de toute façon, comme tu disais, tu as des actionnaires, tu as des comptes à rendre, tu as des clients, tu as des comptes à rendre. J'ai l'impression qu'il y a une vraie forme de flexibilité chez toi, entre guillemets, du type, on va voir de quoi demain est fait et on va essayer de jouer le rôle qu'on peut jouer là-dedans. Exactement. Et puis je pense que en fait, si tu as envie d'éviter d'être frustré, il faut que tu définisses aussi tes règles. Et je pense que tes acquéreurs font une due diligence sur toi, entrepreneur, mais sur ta boîte également, évidemment. À toi de faire une due diligence sur eux aussi. Et moi, je me suis beaucoup posé la question de dire, OK, si demain, ça se passe pas bien, est-ce que je suis contente avec le deal que j'ai ? Quelles sont mes portes de sortie ? Donc, je voulais m'assurer, quoi qu'il arrive, d'avoir une partie de mon prix en cash pour me dire, dans le pire des cas, si demain, ça se plante parce que ce sont les pires, je repars pas les mains vides et je repars avec quelque chose qui déjà me convient. Et ensuite, j'avais quand même suffisamment essayé de sentir l'ambiance et les énergies qu'il y avait dans notre acquéreur pour voir que globalement ça devait bien se passer, qu'on était sur les mêmes valeurs, qu'on était sur le même schéma culturel et donc on allait pouvoir bosser ensemble. Si derrière je m'allie avec des gens qui je trouve n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou pas la même culture d'entreprise que celle que j'aimerais instaurer, logiquement ça risque de mal se passer. Si je suis avec des gens qui sont hyper dans le contrôle, qui vont vouloir contrôler tout ce que je fais, ça risque de mal se passer. Après, je pense qu'en effet, il faut une certaine flexibilité. En tant qu'entrepreneur, on a tous des très gros caractères. En général, c'est rare l'entrepreneur qui a peu de caractère et qui est hyper doux. On n'est pas doux comme des agneaux. Moi, je pense avoir un très gros caractère et être plutôt une rebelle dans l'âme. Après, retour à la crise d'adolescence, on en a parlé au début. Mais tu vois, quand je vois mes parents, ils continuent à me dire t'es vraiment une rebelle, donc comme quoi ça continue. Mais je pense on a tous un petit côté rebelle en nous quand on est entrepreneur. On a envie de changer l'ordre établi. C'est ça l'entrepreneur, c'est changer l'ordre établi, créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et c'est donc essayer de faire évoluer les choses. Je pense que malgré ce côté rebelle et un peu grande gueule que je peux avoir, tant que les règles sont fixées, les règles étaient fixées avec eux, on avait des objectifs communs, on avait des règles communes, on s'était mis d'accord sur les manières de travailler. Ils les ont respectés, j'ai respecté ma part du boulot, donc ça s'est très bien passé. S'ils les avaient pas respectés, à moi d'être suffisamment intelligente pour m'être baquée avant en me disant, si ça se passait mal, est-ce que j'étais prête à perdre cette partie-là, donc une partie en action, est-ce que je suis prête à partir ? Ce sont des questions que je me suis posées pendant ma phase de due diligence. Oui, il y avait pas de surprise finalement. Le cadre, tu le connaissais et tu étais prête à l'accepter dans les règles définies. Et si ça se passait mal, j'étais prête à partir en me disant que ça aurait été évidemment frustrant, mais ça aurait été. C'est dans le royaume du possible. Voilà, c'est dans le royaume des possibles et il faut juste avoir analysé tous les possibles. Et alors, du coup, on va avancer aussi sur cette phase-là. Ça dure 3 ans, pareil. Comment ça se passe et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, fin de chapitre et démarrage de chapitre suivant ?
Alors écoute, moi je trouve que ça a été une phase passionnante parce qu'on a eu 3 ans main dans le cambouis où tu fais tout vraiment hyper opérationnel. Donc c'est une formation géniale. Moi j'étais pas commercial pour un sou. Tu vas sur le terrain, tu vas faire du porte-à-porte, c'est hyper formateur. Tu fais le service client, donc tu apprends à gérer de toute façon, il n'y avait pas de meilleure manière d'apprendre que de faire les métiers. Donc là, tu fais tous les métiers. Tu structures tes campagnes AdWords, tu fais le SEO, tu fais la gestion du produit, tu aides le designer à développer le site. Ça, c'était toute la première phase. Deuxième phase, d'un coup, on dit, en fait, c'est plus à toi de faire ça. Maintenant, ton but, c'est de scaler l'entreprise. Donc, passionnant parce que vraiment, on a eu ce deuxième chapitre où l'idée, c'était de dire, on veut plus que vous ayez les mains dans le cambouis. Donc, quand tu es quelqu'un d'opérationnel au départ, c'est pas toujours évident, mais pour autant, on a eu cette chance de devoir structurer une équipe. Encore une fois, on a recruté plus d'une 50aine de personnes en l'espace de quelques mois. Donc, il y a comment tu recrutes une équipe, comment tu la formes, comment tu la fais monter en compétences, comment tu structures un middle management, comment tu gardes ta culture d'entreprise, ta culture de start-up en faisant grossir une entreprise si vite. Donc, c'est des challenges très différents, mais que moi j'ai adoré mener il se trouve que ça a super bien marché et que le business est hyper bien développé. Et que moi, ça m'a permis d'apprendre tout un nouveau set de compétences, à savoir être patron d'une business unit / d'une PME et plus du tout opérationnel, mais vraiment être là pour aider tes équipes à grandir, à se structurer et à développer le business. Et jusqu'au jour où, franchement, tu te rends compte que la mission est accomplie parce que si tu n'étais plus là, le business continuerait à tourner. Et c'est ça le succès. Il y a une partie quand tu es entrepreneur où tu le vis mal. Cette partie-là, c'est vrai qu'il y a un moment quand je me suis dit, tiens, si je partais demain, le business pourrait continuer à rouler. Ça fait mal en tant qu'entrepreneur parce que c'est quand même ton bébé. C'est un peu comme quand t'es parent et que tes enfants ont plus besoin de toi et disent, non, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, je peux rentrer tout seul. C'est un peu pareil. Là, l'entreprise vole de ses propres ailes. Mais au fond, je trouve que c'est ça la mission accomplie de l'entrepreneur. C'est le jour où tu arrives à avoir structuré suffisamment ta boîte pour qu'elle puisse se passer de toi. Et alors, comment se passe la fin de l'aventure Treatwell? Ça correspond à quoi de ton côté? C'était une envie de faire autre chose, la fin d'un deal tel qu'il était prévu avec l'acquéreur? Comment ça se manifeste? Alors, il n'y avait pas de deal au sens où on devait rester normalement théoriquement 3 ans et ensuite c'était un CDI au sens propre et figuré. C'est tant que vous êtes là, tant mieux et avec plaisir pour vous restiez. Moi, ça faisait 7 ans que j'y étais au total, donc on va dire 3 ans et demi pour la première phase, 3 ans et demi pour la deuxième. J'avais quand même l'impression d'avoir vraiment fait le tour de ce business, qui est un business passionnant que j'adore. J'avais une équipe que j'adorais et que j'adore toujours puisqu'une grosse partie de l'équipe est encore là-bas. Et résultat, je sentais quand même que j'avais fait le tour de ce que j'avais à y faire. J'avais que 29 ans. C'était quand même encore le tout début de ma vie. Je me suis dit, il faut quand même que je vois autre chose. Et c'est vrai que là, il y a une question qui se pose, c'est comment tu te recycles en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être à la fois entrepreneur et, on va dire, chef d'entreprise. C'est une nuance différente. Les start-upers peuvent faire peur à des boîtes ou à d'autres personnes qui voudraient mener des projets. La casquette, un patron de filiale ou chef d'entreprise fait un peu moins peur. Mais quand même, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? À la fois, à 29 ans, j'ai géré une boîte qui est en grande vitesse et qui commençait à faire un bon chiffre d'affaires avec des grosses équipes. Mais est-ce que ça se recycle n'importe où? Et évidemment, tu ne sais pas non plus comment chercher un job parce que dans mon cas, j'en ai jamais cherché. Finalement, c'était ma première aventure. Ma seule aventure professionnelle avait été finalement celle-ci. Et il se trouve que, comme souvent dans la vie, on se prend beaucoup la tête à se poser 10 000 questions. Et moi, la première, en étant une bonne contrôle fric que je suis. Mais pour autant, en fait, la vie t'offre plein de surprises. Et un jour, j'ai reçu un appel du groupe L'Oréal. Grâce à un copain de copain, bon, c'est comme ça souvent que ça se passe, qui me contacte pour me dire que mon profil, qu'ils trouvent mon profil très intéressant et qu'ils aimeraient me parler, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas de job, il y a rien de spécifique, juste voilà, parler. Donc je me dis, écoute, L'Oréal, franchement, au départ, c'est pas du tout l'endroit où je me voyais venir bosser. Parce que d'une part, pour moi, c'est vraiment le grand groupe. C'est vraiment la caricature du grand groupe. C'est un métier très féminin et un groupe très féminin où j'ai beaucoup de copines d'HEC qui sont parties commencer leur carrière. C'est pas du tout... C'est tellement le contraire de la voie que j'ai prise finalement. C'était un peu la voie royale que j'ai refusé de prendre à la sortie de HEC. Je me dis, c'est marrant, c'est vraiment pas ce que je pouvais imaginer pour ma carrière. Et puis, en vrai, je vois même pas ce qu'ils vont pouvoir me proposer. Mais après, il faut être intelligent, il faut aller voir les gens s'ils te contactent. Et ce que j'ai fait, il se trouve que j'ai eu un rendez-vous avec les RH qui ont donc commencé à me parler, à me faire rencontrer plein de gens en interne, sans pour autant qu'on parle d'un quelconque poste.
Et là, j'ai commencé à avoir la chance de rencontrer une grosse partie du comité exécutif du groupe L'Oréal, de tous ces gens brillants, extrêmement inspirants, sans pour autant parler de poste et sans savoir du tout pourquoi j'étais là. Donc, d'une part, ça m'a surpris parce que je me suis dit, quand même, c'est hyper marrant. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, d'autre part, c'est hyper intéressant. Je rencontre des gens passionnants qui ont des projets passionnants pour moi, qui sont divers et variés, que ce soit pour certains des projets de marque, des projets business, des projets digitaux. Et je trouve ça passionnant d'en parler avec eux. Jusqu'au moment où surgit cette opportunité, évidemment un peu dans l'urgence, qui est de reprendre la direction du digital d'une des divisions de L'Oréal. Et je me souviens du coup de fil du DRH du groupe qui me propose cette opportunité, de ma première réaction très féminine, de me dire est-ce que je suis vraiment capable de prendre ce job, parce que je me sens pas du tout une experte du digital. Je suis entrepreneur dans une entreprise du digital, mais il n'y a pas un moment où je me dis que je suis une experte du digital, comme Lubomira Rochet, notre big boss du digital ici, qui a une vraie expertise, une vraie... quand on l'entend parler, on se rend compte qu'elle connaît par cœur le digital. Moi, à l'époque, j'ai pas du tout l'impression d'être câblé 100% digital. Et puis, petit syndrome d'imposteur, de dire en plus, j'ai jamais bossé dans un grand groupe. Est-ce que vraiment je veux savoir comment ça marche? Est-ce que... Bon, et puis finalement, ayant eu beaucoup de salariés femmes et les ayant beaucoup coachés sur ce fameux syndrome de l'imposteur, je me dis, attends, non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Donc maintenant, tu y vas, t'essayes. Et puis dans le pire des cas, soit ça te plaît pas, tu partiras. Soit ça marche pas, tu te feras virer. Ça te mettra une petite claque. De toute façon, tout échec, faut le prendre. Et donc, fonce. Et donc, je termine en novembre, un vendredi en novembre 2018, excusez-moi, chez Treatwell. Et le lundi matin, je débarque chez L'Oréal. Donc, j'ai malheureusement pas eu la chance de prendre un break entre les deux. J'ai enchaîné les deux aventures. Et évidemment, le début chez L'Oréal, à la fois passionnant et extrêmement dur parce que tu découvres une nouvelle vie et que là, ça a été un stretch bien plus compliqué que le passage start-up à toi et start-up racheté. Là, c'était vraiment un tout nouveau monde que j'ai découvert, exaltant, mais hyper dur au départ. Alors, il se joue le stretch parce qu'effectivement, il y a un grand stretch quand on passe de salarié à entrepreneur, d'entrepreneur à salarié également. Tu rajoutes à ça aussi le côté fonction de direction, CXO dans un grand groupe. Tu le vis où, le stretch, je dirais? C'est presque où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça tire? À tous les niveaux. Déjà, tu arrives... je me souviens que le premier jour, moi je suis plutôt de nature timide, donc en plus, t'arrives le premier jour, t'as l'impression de rentrer à l'école. Il est où mon cartable? Je m'habille comment? Et puis t'as une sorte de comité d'accueil, tu dois te présenter à tout le monde, t'as tellement de nouveaux visages, tu sais pas qui est qui, tu comprends rien à l'organisation, parce qu'en plus l'organisation de L'Oréal est extrêmement complexe quand tu viens de l'extérieur. Une fois que t'es à l'intérieur, ça te paraît hyper simple, mais quand t'arrives, tu comprends pas qui est qui. En plus, il y a plein de titres de postes qui se ressemblent. T'es totalement paumé. T'as pas un truc aussi facile qu'un annuaire qui te permet de te retrouver, des organigrammes tout près sur ton bureau pour comprendre qui est qui. T'as pas de fiche de poste, ce qui est génial et très flippant. Et certainement, mon côté bon élève me fait dire à ce moment-là, mais attendez, c'est quoi mon brief? Vous voulez quoi de moi? Tu remplaces quelqu'un qui était adoré et qui était quelqu'un qui était un vrai expert du digital. Tout le monde te parle en franglais avec des acronymes et un jargon qui est un jargon soit très technique digital dans certains cas, soit un jargon propre à L'Oréal qui n'est pas exactement le même que celui de ton ancienne vie. Donc globalement, en fait, on te parle une langue étrangère. Évidemment, tout le monde parle en anglais toute la journée. Bon, ça, heureusement, c'était pas un problème. Mais globalement, tu fais déjà un petit switch dans ton cerveau, c'est de parler qu'en anglais. Et puis d'un coup, en fait, t'as pas de copains au boulot. Tu sors d'un endroit où t'as 50 personnes dans ton équipe qui sont tous des copains, des gens qui t'apprécient, avec qui tu t'entends bien. Et puis hop, là, t'arrives. Il y a personne qui t'attend. Ouais, tu changes de collège, il y a personne qui t'attend. T'es le nouveau, donc c'est plutôt celui qu'on a envie de victimiser quand même. Globalement, on va un peu le tester. T'es vachement plus jeune. Ça, au début, le fait d'être une femme, j'en ai jamais souffert. Et chez L'Oréal, absolument pas. Le fait d'être jeune, ça a toujours été un petit peu ma bête noire depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle, parce que t'es entrepreneur à 22 ans. Personne fait trop confiance à une gamine de 22 ans. T'es patron de PME à 25 ans, les gens se demandent ce que tu fais là. Et puis là, tu arrives à 29 ans dans un job où tes pairs ont plutôt 40-50. On se demande aussi ce que tu fais là. Donc, va falloir faire tes preuves, va falloir les faire vite. Tout le monde te donne plein de bons conseils, tous les gens sympas te donnent plein de bons conseils, mais si tu fais la liste de tous les conseils qu'on te donne, tu te demandes comment tu vas faire pour tous les mettre en pratique. Et puis, globalement, tu comprends pas de quoi on te parle.
Donc au début, ouais, t'es totalement perdu. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quel nouveau job. Moi, c'était la première fois que j'avais un nouveau job, en fait. Donc c'était certainement ça le stretch. Et ensuite, surtout, tu as tellement envie de bien faire, tu as tellement envie de comprendre et tu as énormément à apprendre. Parce que moi, encore une fois, me considérant pas comme une experte du digital, j'ai voulu tout comprendre à ce qu'on me racontait. J'ai la chance d'avoir un job international. Moi, je connaissais le digital européen. Mais alors, quand tu fais tes premières réunions avec la Chine et qu'on commence à te parler de tout l'écosystème chinois et que tu savais même pas que Google n'existait pas en Chine, je caricature un peu, mais globalement, tu as tout un univers à découvrir aussi. Ça s'apprend. Il n'y a pas de stress. Tu fais de lire, tu fais de te renseigner, mais globalement, les 6 premiers mois, tu prends cher. T'apprends. Mais t'apprends, mais beaucoup. j'ai l'impression d'avoir eu en un an un MBA d'une qualité incroyable, de m'être amusée, d'avoir appris plein de trucs, d'avoir rencontré plein de gens hyper sympas et hyper smart chez L'Oréal. Et en plus, d'avoir eu un MBA de dingue. J'ai appris un nombre de trucs. Je pense que j'ai appris bien plus en une année que quasiment qu'en 2-3 ans d'entrepreneuriat. Très différent, mais en termes de culture générale, culture d'entreprise, en expertise business, c'est dingue ce que j'ai pu apprendre ici. Et comment tu vis je dirais j'allais dire le changement de Coudées Franches, parce que toi tu as vécu au début où tu montes ton projet avec ta copine, donc globalement vous faites ce que vous voulez avec les moyens du bord, hein, mais vous avez pas trop de contraintes, puis donc toute la chaîne qu'on a vu après. Là, dans un job de salarié, il y a à la fois une zone d'influence qui est assez forte parce qu'il y a la puissance d'un groupe derrière toi, mais en même temps une organisation où il y a plus de monde en haut, à gauche, à droite, et puis avec tout le matriciel des grands groupes. T'en as pas parlé du tout là dans ce stretch? Alors, dans l'organisation, il y avait cette partie-là. En effet, dans l'organisation, le fait de s'y repérer. Les Coudées Franches, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'après, on n'a jamais vraiment les Coudées Franches. En tant qu'entrepreneur, quand même, tu t'adaptes à une personne, c'est ton client. Et donc, ton client veut pas, c'est lui qui va décider si tu as les Coudées Franches ou non. Ça va être le retour de ton super pouvoir d'adaptabilité, ça je le sens. Ouais, non, mais ici finalement le client, tu es très peu en contact avec lui, autant dire que tu le vois pas. Alors moi je continue à être une grande obsédée du client et à croire qu'il n'y a que lui qui a la bonne réponse et c'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire. Mais finalement ton client ici, c'est le reste du groupe, c'est le reste de tes collègues, c'est comment tu peux servir au mieux les différents parties prenantes qu'il y a autour de toi. Et ça je trouve que on s'adapte et on le comprend. Évidemment qu'au début, tant que tu n'as pas fait tes preuves en plus, on ne va pas te laisser une marge de manœuvre de dingue. La chance qu'on a, je trouve, c'est qu'une fois que tu as réussi à convaincre et à inspirer confiance, quand tu as un projet et que tu as envie de le dérouler, les gens te suivent. Ça met plus de temps, on va pas se mentir, le temps n'est pas le même. Et pour une impatiente comme moi, c'est pas tous les jours facile. C'est plutôt le côté sur le temps où, plutôt que les Coudées Franches, c'est plus la notion du temps qui peut être parfois plus compliquée. Mais une fois que tu as compris comment ça se goupillait, une fois que tu as compris comment tu peux mettre en branle cette machine, finalement, tout se goupille, c'est juste que ça met plus de temps. Mais comme tu le disais, la machine est bien plus grande. Donc quand elle est mise en marche, elle a une puissance que tu n'aurais jamais en tant qu'entrepreneur. Donc encore une fois, t'as les plus, t'as les moins. Tu peux jamais avoir que des plus, tu peux jamais avoir que des moins. Et pour finir, comment ça se passe le fait d'être en lien avec l'écosystème startup avec une autre casquette, que ce soit dans ton poste à L'Oréal? J'ai cru comprendre que tu as aussi des activités par ailleurs qui font que tu es en lien avec cet écosystème, à commencer par ce podcast, hein, où tu parles aux entrepreneurs. Comment tu te sens dans ce rôle-là un peu différent, donc d'avoir vécu l'entrepreneuriat avec ta propre aventure, avec ta cofondatrice, et là d'être dans un autre monde tout en ayant vécu des choses? Alors j'essaie vraiment de protéger les entrepreneurs dans un grand groupe, à savoir que c'est très facile de vouloir faire travailler des entrepreneurs, mais c'est aussi très dangereux pour certains entrepreneurs de les faire travailler avec des grands groupes, parce que les grands groupes ont nécessairement des besoins, des demandes qui sont pas toujours viables pour des entrepreneurs. J'essaie toujours de garder en tête que j'ai pas envie de faire appel à des entrepreneurs si ça les met en danger, et d'insuffler ça ici. Et je pense qu'on a quand même un bon respect des entrepreneurs dans ce groupe, donc à persévérer dans cette voie. Et ensuite, moi, je continue à essayer de m'impliquer au maximum dans cette communauté, parce que mon cœur est entrepreneur et je pense que je peux exprimer ce cœur entrepreneur ici chez L'Oréal aussi, mais en dehors aussi dans mes activités personnelles. Et ce qui fait que je continue à en effet m'impliquer dans cette communauté, que ce soit pour conseiller des entrepreneurs, pour les aider à se développer. Et puis en tant qu'investisseur, moi je continue à investir dans des startups, à être business angel. J'ai pas encore fait d'exit, donc j'espère que je le regretterai pas. Hein. On verra le jour J. Mais en tout cas, rien que pour le chemin partagé avec ces entrepreneurs, je trouve que c'est j'adore cette mission-là.
tout en essayant d'aider les entrepreneurs, non pas en donnant des conseils, parce que les bons conseillers sont souvent des mauvais payeurs. C'est très facile de donner des conseils, on en reçoit plein. Et franchement, si j'avais écouté tous les conseils qu'on m'avait donnés en tant qu'entrepreneur, je pense que je me serais bien plantée. Certains, j'aurais dû les écouter, ça dépend évidemment desquels. J'essaie vraiment d'être là pour les aider sur ce côté relativisé. Toujours de prendre les choses avec du recul et de se rendre compte que ça sera des montagnes russes et qu'il ne faut pas se stresser, qu'il faut garder les pieds sur terre. Et surtout garder, encore une fois, les mains dans le cambouis, ce côté très paysan, le bon sens paysan qui est hyper important, je trouve, en tant qu'entrepreneur. C'est le seul truc où je pense que j'ai mon petit regard à apporter aux entrepreneurs. Mais je ne pense pas pouvoir changer leur vie ni leur apporter des grands conseils qui leur permettent de réussir en 3 clics. Ça serait beaucoup trop facile. Écoute Marie, merci beaucoup. Je vais du coup pas te faire l'affront de te demander de donner un conseil à qui que ce soit parce que je suis d'accord avec toi. Les conseils, c'est pas ce qui manque aux entrepreneurs. Mais en revanche, plus qu'un conseil, juste quelque chose que tu as envie de dire à des entrepreneurs qui, pour une raison ou pour une autre, pour les bonnes et les mauvaises raisons, arrivent en bout d'un chapitre entrepreneurial et se pose la question de justement ce que on disait, comment on recycle un entrepreneur ou une entrepreneur. Qu'est-ce que tu as envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce cas-là ou qui voient ce cas arriver à l'horizon ? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a vécu énormément de hauts et de bas, donc globalement, on est quand même très secoué à la fin de cette aventure entrepreneuriale, dans le bon sens et dans le mauvais sens. On est globalement souvent sur les rotules. On se pose beaucoup de questions sur le sens de ce qu'on a fait et la suite de cette aventure. Je pense que la réponse, elle peut pas être exactement la même pour ceux qui ont réussi, qui sont plutôt sur une sortie positive et ceux qui sont sur une sortie plutôt négative. La sortie plutôt positive, je m'inquiète pas trop pour eux, mais si j'ai un conseil, c'est garder les pieds sur terre. Et n'oubliez pas que d'où vous venez, que c'était pas loin de l'échec, certainement un moment, et personne ne peut nier qu'il n'est pas passé loin de l'échec. Et pour ceux qui ont échoué, qui sont vraiment ceux qui sont dans cette situation plus compliquée, c'est si on change juste de prisme, ils ont appris tellement de trucs pendant cette aventure entrepreneuriale qu'il ne faut pas manquer de confiance, que ça se revend hyper bien l'entreprise, qu'il y a toujours manière de le montrer comme une très belle aventure et de le vendre. Donc, faut pas avoir honte, faut pas se dire qu'on a échoué quelque chose. En fait, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Et encore une fois, ceux qui réussissent, je pense, la petite différence, a parfois été une toute petite pitchnette, un tout petit nudge de chance. Donc, vous étiez certainement pas loin, il faut pas le regretter. Il faut prendre confiance dans ce parcours de dingue. C'est le chemin qui compte finalement en tant que le résultat. Ce qu'on peut dire aussi pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, c'est qu'il y a beaucoup de choses très bien qui sont faites en France pour aider des entrepreneurs à rebondir après l'échec. On pense à 60 000 rebonds, à second souffle, des fois plus dans le milieu entrepreneurial que start-up, mais ça peut être intéressant de ne pas rester tout seul dans ce cas de figure. Clairement, et puis t'en parlais au global, je pense que plus on parle de ses ennuis, souvent l'entrepreneur se ferme et refuse de parler de quand ça va mal. Évidemment, il ne faut pas le crier sur le marché quand ça va mal, mais je pense que si vous avez des copains et des copains entrepreneurs, c'est aussi fait pour parler de ce genre de choses. Et autant ne pas se sentir seul. Il y a toujours des gens qui pourront vous donner de bons conseils aussi et vous aider juste en vous écoutant. Donc parlez-en, quoi. Faut pas rester dans son coin. Espérer que ça ne se voit pas et qu'on s'en sortira tout seul. Écoute Marie, merci. On va arriver à la fin de l'interview. Je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé. Quelqu'un qui aurait écouté l'épisode et qui aurait envie de te parler pour juste te témoigner du fait qu'elle a bien aimé l'épisode. C'est quoi le canal le plus simple, étant entendu que tu ne vas pas répondre dans les 5 minutes ? LinkedIn. On va dire LinkedIn ? Ouais. Ok, écoute, le meilleur pour cette nouvelle aventure, et puis on aura hâte de découvrir c'est quoi les aventures d'après. Parce qu'il y a la grande question pour tous les entrepreneurs de c'est quoi le chapitre encore dans quelques années. Et puis d'ici là, à bientôt. Merci beaucoup. Belles aventures entrepreneuriales à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.